Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue ce soir dans une nouvelle émission Branché TV consacrée au sujet passion agressif, quelle conduite adopter? Violence physique, violence verbale, harcèlement, diffamation, vous êtes confrontés au quotidien à des patients qui peuvent malheureusement déraper. En France d'ailleurs, 37% des professionnels de santé disent subir régulièrement des attaques, des agressions physiques. C'est 84% pour les aides-soignants. Alors, quels sont vos moyens de défense? Comment réagir selon les situations? C'est ce que nous verrons ce soir en compagnie de mes invités que je vais vous présenter tout de suite. Bonsoir, maître Marie Belloc. Bonsoir Alexia. Marie, vous êtes donc avocat, spécialiste en droit de la santé. C'est important de le dire car peu d'avocats ont cette spécialité officiellement. Et vous êtes d'ailleurs avocat spécialiste pour Branchet. En tout cas, vous défendez les clients qui sont chez Branchet, les chirurgiens et d'autres spécialités. Vous êtes donc en face de vous, nous avons le docteur Vincent Travers. Bonsoir Vincent. Bonsoir Alexia. Vincent Travers qui est chirurgien orthopédique et qui est aussi très investi dans toutes les formations justement autour de la gestion du stress, de toutes les situations de burn-out à détecter, mais aussi nous en parlerons dans ce live d'un prochain week-end justement autour de la gestion des conflits et de l'agressivité. Alors comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le chat. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà anticipé et on va répondre à vos questions. Vous pouvez faire des commentaires et nous y répondrons tout au long du live. Je voudrais commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, avec des petites questions comme ça, voilà, un petit sondage. Je vais lancer la première question. Alors déjà, avez-vous déjà été agressé? C'est simple, c'est oui ou c'est non. Voilà. On vous laisse le temps de répondre puisque effectivement, ça peut, il y a souvent un décalage. Il y a d'autres questions et puis on va y revenir. Mais moi, je voulais aussi parler en attendant de notre assistance juridique. Parce qu'en effet, Branchet propose un service d'assistance juridique. Donc, en général, on vous propose une protection juridique au moment où vous avez votre RCP, donc votre responsabilité civile professionnelle. Donc, on vous la propose. D'ailleurs, la majorité d'entre vous ont souscrit cette fameuse protection juridique. Et dans le cadre de ce contrat, eh bien, cette assistance vous permet de nous téléphoner, de nous envoyer un email. On affichera tout à l'heure le téléphone et le mail en cas de problème, bien sûr. Ça peut être la gestion de la réputation, un conflit entre confrères, parce qu'on parle du patient, mais il y a aussi des conflits entre confrères, des litiges avec vos établissements, un conflit avec la CPAM. Ça peut être aussi des questions liées au droit du travail, parce que vous êtes libéraux, donc vous êtes chef d'entreprise et vous salariez des aides opératoires, des IAD pour les anesthésistes, des secrétaires bien sûr, et ça peut être parfois même des litiges fiscaux dans de plus rares cas. Et bien sûr, le sujet de ce soir, à savoir toute forme de litige avec un patient, donc violence physique, violence verbale. Donc quand vous rencontrez ce genre de problème que je viens d'évoquer, vous pouvez contacter donc l'assistance juridique et nos experts vont vous accompagner, vont prendre le temps de vous écouter, de réfléchir aux meilleures solutions pour vous accompagner et vous sortir de cette situation, que ce soit par exemple la rédaction d'une plainte s'il s'agit d'une violence physique. Maître Belloc reviendra d'ailleurs sur les modalités de défense, que ce soit un conseil pour calmer la situation et simplement vous écoutez. Parfois des médecins se confient pendant plus d'1 heure parce qu'ils ont besoin de vider leur sac aussi parce que les situations peuvent être lourdes à porter. Donc voilà, il y a un numéro qu'on va afficher, donc c'est le 04 85 85 85 85. C'est d'ailleurs le numéro de l'assistance H24, le numéro Branchet, et vous avez une touche qui va vous amener directement au service assistance juridique. Et sinon, il y a un mail qu'on va réafficher, donc service juridique, donc attaché @branchet.fr. Ça représente quand même 1200 appels par an qui sont gérés, tous sujets confondus, et 3 à 4 fois par semaine, nos experts reçoivent des appels pour des questions de litige et de violence, 3 à 4 fois par semaine, donc c'est pas négligeable. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser ce service si vous l'avez, ou à souscrire si vous ne l'avez pas fait, bien sûr. Je rappelle aussi que si vous aviez besoin d'un avocat, les frais seront remboursés à hauteur d'un plafond, bien sûr. Donc voilà, ce service est quand même plutôt bien fait.
On va poursuivre sur le sondage. Alors, vous êtes là à moitié-moitié, 50-50, oui-non, pour une agression. Donc ça, c'était la première question. On va avancer sur la deuxième. Quand vous avez été agressé, est-ce que c'était physique, verbal ou les deux? Donc allez-y tranquillement pour répondre. Et on va donc pouvoir avancer peut-être... voilà. Là, on a du verbalement déjà à 100%. Voilà, donc là, on est sur 25% les deux, 80% verbalement. C'est quand même une tendance. Vous avez déjà été agressé verbalement, docteur Travers? Oui, j'ai été agressé verbalement, on en reparlera tout à l'heure, mais ça ne m'étonne pas ces chiffres, hein. On va les voir d'ailleurs tout de suite. Les agressions verbales, elles sont quotidiennes, voire multiquotidiennes. En revanche, les agressions physiques ne font qu'augmenter et vous allez voir sur les chiffres, on est plutôt à 50% des agressions qui sont physiques. Et vous, Marie, vous êtes avocat et vous êtes aussi profession libérale. C'est un métier où vous êtes aussi exposé avec des personnes qui peuvent réagir, que ce soit patients différemment. Est-ce que vous avez aussi été déjà agressé verbalement, physiquement? Très honnêtement, comme à peu près 80% de ma clientèle est composée de professionnels de santé, je dois dire que j'échappe quand même à ce type d'agression, qu'elle soit verbale ou physique. Non, j'en ai jamais été victime. Je suis effectivement étonnée en tout cas des chiffres qui sont rapportés pour ce qui concerne les médecins, parce que ces chiffres, nous, on ne les connaît pas forcément, on verra pourquoi, puisqu'il n'y a pas forcément de plaintes qui sont déposées à l'issue de ces agressions. Donc moi, quand j'écoute votre sondage, je suis étonnée qu'il y ait autant de praticiens qui aient été agressés, parce que finalement, nous, avocats, on n'est pas nécessairement saisis de ces agressions. Il n'y a pas assez de plaintes déposées, je pense. On va justement en parler. Alors là, on est sur 75% verbalement et 25% les deux. On va faire une petite pause dans les sondages, on y reviendra après. Et je vais laisser la parole au docteur Vincent Travers qui a justement préparé pour vous ce soir des diapositives très intéressantes avec des fréquences donc sur ces actes de violence. Vincent, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Le but, c'est que vous vous rendiez compte que ces cas d'agression, et encore je pense qu'elles sont très très largement sous-estimées, puisque la majorité d'entre nous ne va pas penser à porter plainte ou à faire état, que ce soit au Conseil de l'ordre ou à brancher de cette agressivité. Voilà, mais ça, je voudrais vous montrer ça, le rapport Masseron, qui date de 2022. 37% des professionnels de santé disent subir régulièrement des agressions, et donc on l'avait déjà dit. Ça augmente, avec une prévalence de violence de 24,4 à 59,3% pour les médecins. Donc tout signale un environnement hostile avec des violences au quotidien. Alors ça, c'est ça qui est important. Si vous regardez en 2020, on a presque 20 000 cas de violence. 20 000 cas de violence, c'est énorme, sachant que c'est probablement 3 ou 4 fois plus. Hein. Oui, parce que tout n'est pas déclaré, bien sûr. Exactement. Alors là, c'est essentiellement en psychiatrie, en EHPAD également. Et ça, c'est étonnant, mais parce que les personnes qui sont vieilles, qui sont séniles, peuvent être rapidement agressives physiquement. Donc en EHPAD, il y a beaucoup d'agressions. Aux urgences, ça, on connaît ça. Hein, ça, c'est les personnes qui ont trop bu et qui arrivent dans des états d'ébriété avancés. En unité de soins, mais également en médecine générale. Donc en médecine générale, 71% des médecins généraux reconnaissent avoir été victimes d'une agression. Donc 71%, c'est énorme. C'est beaucoup, oui. Sachant qu'on en reparlera avec Marie, seuls 31% portent plainte. Donc ce soir, on est là pour vous dire d'une part la fréquence de ces cas de violence et vous expliquer comment faire. Alors, sur ces 20 000, si vous regardez, le niveau 3, sur ces 20 000 agressions, il y a 50% de violences physiques. Donc c'est énorme. On n'est pas que dans des injures ou dans des violences verbales. Là, on est vraiment dans l'intégrité physique et la violence physique. Donc là, il faut vraiment qu'on réagisse. C'est le but d'ailleurs de ce live ce soir. Et sur le plateau technique? Sur le plateau technique, on avait 12% des répondants à notre questionnaire le pourcentage de patients difficiles est jugé à 12% et 91,8% des répondants, c'était l'agressivité. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous est confronté chaque jour à une forme de violence. Alors, donc ça, c'est des exemples. Hein. Marie nous en donnera d'autres.
Ça, c'était fin août. Un praticien d'SES médecin menacé de mort s'est fait tirer dessus avec une arme factice. Ensuite, 8 jours auparavant, à l'hôpital de Cannes, une femme en état d'ébriété s'en est prise à un médecin et un infirmier avec crachat et coup de poing. Ça, c'est tous les jours en fait. Si vous allez sur Internet, vous faites violence dans le monde médical. J'avais fait ça fin août, et donc là, ça sortait tous les jours. Alors, ce qui est terrible, c'est que l'agressivité n'est pas forcément liée à des causes graves ou gravissimes. C'est souvent des pécadilles, et si je pouvais dire un mot, c'est à partir de pécadilles que ça part en vrille. Alors, c'est le retard à la consultation. Alors là, les patients sont fous furieux. Les délais de rendez-vous trop longs, notamment chez les cardiologues ou chez les ophtalmos. Quand on donne rendez-vous 4 mois ou 6 mois après, le patient, il arrive, il est déjà vent debout. Les temps de consultation trop courts, le refus de payer, la reproche sur la prise en charge médicale, qui devrait être la première cause. En fait, c'est assez rare que ça entraîne de l'agressivité. Le refus de délivrer des ordonnances, des bons de transport, des arrêts de travail. Vous dites non, non, je ne vous donne pas de transport. Le patient est capable de vous attaquer physiquement, en tout cas de vous injurier par rapport à ça. Et puis il y a eu le Covid, qui a été important aussi. On a tous vu des patients qui ne voulaient pas se plier aux règles concernant le Covid, qui refusaient de porter le masque, qui n'avaient pas fait de test, qui rentraient comme ça, comme des fous, dans les établissements. Voilà. Le Covid aussi a représenté... Donc l'agressivité, qu'elle soit verbale, physique, est vraiment pesante. Voilà. Et c'est pour ça qu'on veut vous apprendre à gérer un patient agressif, connaître les principes, on va y revenir, de la communication non violente, connaître les principales personnalités psychiatriques, et puis, grâce à Marie, connaître vos droits. Voilà, non, ça c'est pour... On passera ça après. Oui. Merci beaucoup Vincent pour ces explications, et ça permet aussi de un peu libérer la parole ce soir, donc n'hésitez pas. Là juste un petit point sur la question. Donc là on est vraiment à 82% d'agression verbale sur les médecins qui sont connectés ce soir, et 18% sur les deux. Et là 0% physiquement, mais il y a quand même 18% sur les deux. Donc il y a quand même eu physique et verbal. On vous laisse encore le temps de répondre, et après on passera aux autres sondages et bien sûr aux questions. Alors, quoi penser de cette proportion d'agression des médecins généralistes, comme vous l'avez dit Vincent, qui est à hauteur de 71%. C'est quand même plutôt étonnant ce chiffre. Marie, un mot là-dessus. C'est un chiffre qui est élevé, c'est certain, mais qui est effectivement cohérent avec les faits divers qu'on peut effectivement lire dans les journaux, sur Internet, peu importe. Sur l'année, par exemple, 2023, j'ai quelques exemples de médecins généralistes qui ont fait l'objet d'agressions. Sur la Côte d'Azur, de 79 ans, qui a été passé à tabac et qui, dans sa déclaration, lors de l'instruction, a déclaré avoir eu le sentiment de mourir. Donc ça a été extrêmement violent. En fait, c'est un médecin généraliste qui faisait un contrôle d'arrêt maladie. Donc il a été évidemment très mal reçu. Voilà, ça c'est un exemple qui est assez violent. J'ai aussi l'exemple de violences qui trouvent leur cause dans des vols. Donc là, on n'est plus du tout dans le cadre de la prise en charge. Par exemple, à Marseille, un médecin généraliste de 71 ans qui s'est retrouvé avec un canon de pistolet sur la tempe. Wow. Voilà, et parce qu'il s'est fait dérober en fait sa montre, une jolie montre qu'il portait. Donc les violences ont été évidemment importantes et j'imagine extrêmement traumatisantes. Un autre médecin généraliste de 64 ans en Dordogne qui a été agressé par 2 individus, là encore pour un vol, une modique somme d'argent et quelques objets, 2 individus dont un mineur. Alors ce sont toutes des affaires qui sont en cours, on verra tout à l'heure les sanctions qui peuvent s'appliquer. Ce sont des affaires en cours, donc effectivement ce que disait Vincent, c'est qu'on tape sur Internet violence médecins, on trouve énormément de faits divers et principalement les médecins généralistes. Alors pourquoi les médecins généralistes ? Je dirais peut-être parce que déjà ils sont plus isolés dans leur cabinet, souvent plus isolés, plus accessibles aussi qu'un médecin spécialiste. Je pense qu'on a plus facilement recours à un médecin généraliste qu'un spécialiste. Peut-être aussi que le médecin généraliste, c'est le premier interlocuteur de l'acte de soins. C'est un peu le filtre aussi dans l'acte de soins. Donc je pense que tous ces critères mis ensemble expliquent que ce soit effectivement les médecins généralistes qui soient les plus exposés aux agressions. Ouais.
Effectivement, oui, ça fait froid dans le dos, ce dont vous parlez. On est à la fois sur voilà, le patient et aussi sur la figure un peu du notable qui a de l'argent et donc qui, une fois repéré, peut être victime d'un vol, ou de vol d'argent ou de montre ou autre, comme vous l'avez expliqué, Marie. Alors, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on a d'un côté des faits, un pourcentage important de faits, donc 71% de déclaratifs en tout cas, donc c'est peut-être plus aussi, et seulement 31% de dépôt de plainte. Donc là, voilà, c'est pas beaucoup, ouais. Comment on explique cela, Maître Belloc ? On a essayé un petit peu de savoir, on s'est renseigné, on les a interrogés, ces médecins. Je pense qu'il y a un premier facteur, c'est que comme ce sont principalement des médecins généralistes, c'est peut-être lié au fait qu'ils connaissent aussi la famille parfois. Donc humainement, c'est peut-être difficile de déposer plainte. Il y a la peur des représailles. Ouais. Qui est très importante, très prégnante et qui ressort beaucoup de ce qu'on a demandé. La peur des représailles, alors il faut savoir, là c'est tout récent, il y a une disposition du Code de procédure pénale qui va très prochainement être adoptée. C'est l'article 15-3-4 du Code de procédure pénale qui a été voté pour permettre aux médecins, quels qu'ils soient, généralistes ou spécialistes, pour leur permettre de ne pas déclarer leur adresse personnelle ni même forcément professionnels quand ils vont déposer plainte. Ils peuvent communiquer uniquement l'adresse du conseil départemental dont ils dépendent. Donc c'est très important parce qu'on sait que souvent au moment du dépôt de plainte, on doit donner son identité, et dans son identité et son adresse, et les médecins ont peur de ça, de devoir donner l'adresse, les représailles, la famille, etc. Donc sachez que on peut désormais communiquer l'adresse de son conseil départemental lors du dépôt de plainte, donc ça c'est très important. Pourquoi uniquement 31%? Alors autre chose, c'est que malheureusement, beaucoup de praticiens victimes de violences se contentent, presque 10%, se contentent de déposer des mains courantes. Donc je pense que ça échappe à la plainte. Et la main courante, ça n'a pas du tout les mêmes effets que la plainte pénale. Oui, on peut rappeler un peu la main courante. La main courante, en fait, elle a un intérêt, il est assurantiel. La main courante, c'est bien si vous avez une dégradation de biens, c'est une preuve de ce qu'un individu est rentré chez vous, a dégradé vos biens ou votre voiture à l'extérieur vis-à-vis de l'assureur. Mais la main courante, pour une agression, elle ne va pas en fait saisir le procureur, il ne va pas en être informé. Donc la main courante, dans le cas d'agression physique ou verbale, ne sert strictement à rien. Donc il faut déposer une plainte pénale ou dans les services de gendarmerie ou dans les services de police ou directement auprès du procureur. Donc je pense que ça explique ces 31%, c'est que si on ajoute ces 10% de main courante, on arrive à 41%, donc il y a déjà un petit peu plus de plaintes, c'est pas suffisant, mais ça explique ce chiffre qui est encore un peu bas. Oui, et puis du coup, j'en profite pour rappeler, comme je le disais en début pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, que si cela vous arrivait, le service d'assistance juridique vous permettra de vous aider à la rédaction de cette plainte pour aller justement saisir le procureur dans le cas de violences physiques et aller un peu plus loin que justement la main courante qui ne servira à rien, comme vient de le rappeler Maître Belloc. Merci Marie. Alors Vincent, vous êtes déjà retrouvé face à un patient agressif ou est-ce que vous avez peut-être des confrères? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Oui, alors moi personnellement, mais c'est un petit peu une anecdote, j'ai une fois un patient que je devais opérer de la main qui est venu en bureau de consultation, il a sorti son revolver, il l'a posé sur la table et il m'a dit « si tu me rates, je te tue ». Ok. Et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être idiot, j'ai réagi en lui disant « de toute façon, si je te rate, tu te réveilleras jamais ». Et à ce moment-là, il a pris avec l'humour, il me dit « ah, toi tu me plais, toi ». C'était le genre légionnaire, tout ça. Bon, non, à part cette anecdote, oui, j'ai un collègue plasticien qui était vraiment, vraiment ennuyé. Il m'a appelé en disant qu'il avait opéré une gitane d'une rhinoplastie. Et apparemment, la patiente est venue le voir en consultation, elle n'était pas ravie du résultat. Et surtout, dehors, il y avait toute la famille, tous les cousins gitans, avec les couteaux à cran d'arrêt. Donc il y avait une vingtaine de personnes. Et il m'a appelé en me disant « écoute, il faut que tu m'aides absolument, parce que là, je crois qu'ils vont me tuer ». Pourquoi? Parce qu'en fait, il savait que j'avais pour ami un commissaire de police de l'arrondissement que j'ai appelé. Donc il a fait venir, la police est arrivée, ils l'ont calmé, et après il a su résoudre le problème en expliquant ce qu'on verra tout à l'heure. Oui, comment essayer de, effectivement... Et ça s'est bien terminé, ça s'est bien terminé. Voilà.
Très bien, merci docteur Travers. Alors là, entre-temps, j'avais lancé une autre question. Est-ce que suite à justement une agression quelle qu'elle soit, vous avez demandé une prise en charge Branchet? Et là, on a pour l'instant 25% de oui et 75% de non. Donc voilà, j'imagine que ça parle à certains d'entre vous ce soir, bien entendu. Donc n'hésitez pas à continuer de répondre. Alors, face à de tels chiffres, justement, Vincent, vous qui êtes, on peut le dire, depuis plusieurs années, 15-20 ans, très investi quand même dans tout ce qui est l'environnement de vos confrères, c'est-à-dire l'environnement de travail, que ce soit dans le côté burn-out, l'environnement de travail avec des confrères, des soignants, du personnel hospitalier ou en clinique, mais aussi justement sur ces thématiques relations praticien-patient. Oui. Et donc, face à ça, vous vous êtes dit, je vais m'atteler à rédiger des recommandations pour aider les médecins à adopter la bonne attitude, évidemment à nuancer, hein, mais pourriez-vous nous présenter justement ces recos et nous expliquer un peu plus en détail voilà, ce qu'on pourrait... Bien évidemment. Donc il y en a bien sûr qui sont un petit peu logiques, mais malgré tout, sur le moment, on ne va pas forcément réagir de la bonne façon. Oui, c'est ça, parce que si on se prend un coup de poing ou qu'on est poussé, ou voilà, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais je vous laisse la parole. Allez-y. Oui, non, bien sûr. Alors donc, déjà, il faut rester vraiment calme, professionnel, laisser parler le patient, garder son calme, il ne faut pas réagir immédiatement, il ne faut pas hausser le ton, il faut rester dans l'empathie, dans l'écoute. Ça, c'est important. Il faut garder une bonne communication. Alors, le mieux, c'est la communication, ce qu'on appelle la communication non violente, qui permet de faire entendre, de faire baisser la pression émotionnelle chez le patient. Donc, ça consiste à dire « j'entends tout à fait ce que vous dites ». Donc, j'entends. Il ne faut pas hésiter à répéter. J'entends que vous êtes mécontente parce que j'ai une demi-heure de retard et je vous prie de m'en excuser. Maintenant, soit vous avez des contraintes qui font que vous ne pouvez pas rester, ou quelqu'un nous vous donnera un nouveau rendez-vous, vous revenez quand vous voulez, soit sinon, eh bien, écoutez, je vais prendre malgré tout votre temps, mon temps, votre temps, et on arrive comme ça à désamorcer, que ce soit pour un retard, c'est beaucoup les retards, hein, ou une consultation trop rapide. Oui, ou le fait d'avoir fait ce qu'on voit souvent dans les avis Google d'ailleurs, oui. Il m'a pris 80 € ou 100 € pour 15 minutes, oui. C'est honteux, ça on le lit beaucoup quand même. Hein. Oui, alors ça, le feedback de la secrétaire est extrêmement important, parce que nous on est peut-être un petit peu agressés, mais je peux vous dire que les secrétaires, qu'est-ce qu'elles sont agressées par les patients qui disent « Comment vous me donnez rendez-vous que dans 8 jours, mais c'est urgent ». Et les patients qui sont mécontents, parce que la consultation a été trop courte, eh bien le feedback, ils ne vont pas forcément nous le donner à nous, mais ils vont le donner à la secrétaire. Et donc, il est important de faire un débriefing de la consultation en disant, bon ben voilà, ça s'est bien passé, la consultation, oui, madame machin, qui est quand même pénible, ouais, elle est pénible, mais ça s'est plutôt bien passé. Et à ce moment-là, la secrétaire vous dira, oui, mais monsieur machin, il n'était pas content parce que vous lui avez pris 40 € et 5 minutes. Dans ces cas-là, clac, pareil, désamorçage. Bonjour monsieur, peut-être j'ai été un peu rapide, je vous propose de revenir, bien sûr en consultation gratuite, afin que vous puissiez bien vous exprimer. Et à ce moment-là, c'est gagné. D'accord. Donc la secrétaire qui reprend le contact et qui propose une consultation gratuite. Gratuite. D'accord, parce que c'est quand même aussi du temps. Oui, parce que vous l'avez fait payer 40 € pour 5 minutes, donc la fois d'après, vous n'allez pas lui reprendre 40 €, sinon il le prendra mal. D'accord. En tout cas, c'est une manière élégante et puis de garder un lien sain avec le patient. Et voilà, sur ce genre de profil. Après, il y a d'autres profils peut-être qui sont plus difficiles. Tout à fait, qu'on verra tout à l'heure. Donc surtout, ne pas paraître menaçant, il ne faut pas hausser le ton, il ne faut pas lui dire, mais si tu continues, je te casse la gueule, hein, parce que là, ça ne va pas être très très bon. Par contre, il faut être vigilant, c'est-à-dire que ça peut tourner vinaigre, et donc il faut éloigner des objets qui pourraient être contondants, être pas trop loin du téléphone, et si vous sentez que ça part en vrille, à ce moment-là, n'hésitez pas à appeler de l'aide. Donc ça peut être déjà faire venir votre secrétaire, ça peut être ouvrir le cabinet et parler fort. Le patient, à ce moment-là, il aura les autres patients dans la salle d'attente, et ça peut aider à ce qu'il calme. Et puis, donc ne pas le provoquer, bien sûr, hein, ne pas avoir des réponses violentes.
Donc les techniques de désescalade, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. J'entends ce que vous dites, je comprends votre émotion, on va travailler ensemble, vous allez voir, tout va bien se terminer, en gros, quoi. Évitez bien sûr la contention physique, ça c'est sûr. Oui, puis, si le patient ne dégonfle pas, enfin ne se dépressurise pas, oui. Et que là il en vient aux mains, bon. Alors avant qu'il en vienne aux mains, c'est à vous éventuellement de dire écoutez, asseyez-vous, je vous laisse tranquille pendant 5 minutes. Je sors. Je sors. Donc vous laissez le patient dans le cabinet. Oui. Au risque qu'il... Peut-être appeler force de l'ordre aussi. Oui, alors après, ça peut être effectivement... Donc si vous entendez un bruit, qu'il jette un truc, voilà, là, il faut appeler la police tout de suite. À ce moment-là, il faut appeler la police, oui. D'accord. Ou la sécurité. Mais il y a une possibilité de dire, écoutez, je vous laisse un temps, moi je vais sortir, on va se calmer. Ça peut. Ouais, d'accord. Oui. C'est ça aussi la technique de désescalade? Tout à fait. Très bien. Parce qu'il sera face à personne, donc il ne pourra pas exprimer sa violence dans ces cas-là. Puis bon, bah, s'il vous casse un truc, mais après il va se calmer. Pas au cœur cassé. Il vaut mieux qu'il casse un objet qu'il vous casse la gueule. En fait, si je comprends bien, c'est qu'il faut éviter aussi ce rapport trop spontané. Oui. Il faut laisser retomber les choses pour ne pas réagir sur le vif et de manière... oui. Oui. Alors après, il y a également connaître et anticiper les caractères pathologiques. Les personnalités pathologiques. Oui, c'est ça que j'allais vous dire, parce que là, on est vraiment sur la personne, le patient agacé, irrité, qui a vraiment, en plus, il a peut-être passé une mauvaise journée. Bon, ça, c'est pas vraiment votre problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être plein de facteurs extérieurs qui font que là, il arrive, voilà. Oui. Donc si déjà... mais après, vraiment, les personnalités qui ont vraiment des pathologies psychiatriques qui peuvent pas être identifiées, quoi. Oui, alors là, c'est un... schizophrène, type... Oui, c'est ça, voilà, exactement. Là, Donc là, c'est un long travail pratique qu'on vous propose d'ailleurs dans le week-end, d'avoir les différentes personnalités pathologiques. Il y a les obsessionnels, les paranoïaques, les hystériques, les schizoïdes, les pervers, et savoir un petit peu eux ce qu'ils attendent, et savoir les phrases qu'il ne faut pas que vous disiez et les phrases à dire pour les remettre en confiance. C'est sûr que l'obsessionnel, si vous êtes très flou dans la relation avec lui, il va s'énerver. C'est le genre, il arrive, il a son papier, il dit « j'ai 5 questions à vous poser ». Donc il faut bien que vous dites « allez, prenons la première question, prenons la deuxième question ». Et vous cochez quand la question est terminée. Vous allez dans son sens. Il est obsessionnel, et une fois que vous avez les 5, vous dites, bon, vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autres questions à me poser? Et à ce moment-là, c'est bon. On rentre un petit peu dans leur jeu. Hein. Et c'est pareil pour toutes les personnalités. Donc, pendant ce week-end, on a des jeux de rôle qui nous permettent justement de simuler des personnalités psychiatriques et de vous apprendre à réagir correctement. Très bien, justement, pour celles et ceux qui nous rejoignent, on parle à l'instant du week-end gestion des conflits et de l'agressivité, donc qui aura lieu en octobre prochain. On va y revenir en fin de live. Alors, on a quelques questions. Maître Belloc, la question d'Éric Leneveu. Bonsoir, docteur Leneveu. Faut-il porter plainte systématiquement en cas d'agression, même uniquement verbale? Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait comme type de plainte déjà? Et si éventuel refus de l'autorité, est-on en droit d'exiger ce dépôt de plainte? Alors, est-ce qu'il faut déposer plainte de manière systématique? Il n'y a pas d'obligation, évidemment. Moi, j'encourage quand même à déposer plainte. De manière générale, pour 2 raisons. Je pense que, malgré tout, il faut que votre statut de victime soit reconnu. Si une agression, même verbale, vous oppresse, vous fait peut-être après avoir, je sais pas, de mauvais rêves, si c'est quelque chose qui vous a vraiment oppressé, agressé, si vous le vivez mal, bien sûr qu'il faut déposer plainte. Parce qu'il va être important, moi je ne vais pas faire la psy là, parce que ce n'est plus l'avocate qui parle, mais je pense que c'est important qu'à un moment donné, on puisse reconnaître votre statut de victime. Déposer plainte, c'est important aussi, ça a une vocation, j'ai envie de dire, un peu sociétale, parce qu'il y a peut-être trop d'infractions qui ne font pas l'objet de sanctions. Et que si on laisse une forme d'impunité, c'est un peu l'escalade, et je pense que ça favorise aussi un climat d'insécurité. Donc oui, il faut porter plainte. C'est pas une obligation. Si vous avez vécu une petite agression verbale comme quelque chose d'anodin, bon c'est pas la peine, c'est quand même un cheminement la plainte. Mais si ça vous dérange, si ça vous laisse une trace, oui, il faut déposer plainte, même pour une agression verbale, parce que l'agression verbale, elle est sanctionnée pénalement.
avec une sanction qui sera moins lourde évidemment, mais elle est sanctionnée au même titre que l'agression physique. Voilà, donc c'est important de le rappeler effectivement Oui. et de se faire accompagner encore une fois par le service assistance juridique de Branchet si vous ne savez pas comment rédiger cette fameuse plainte ou si vous avez juste besoin d'en parler à notre assistance, de vous livrer pour savoir si finalement en désamorçant un peu la situation, ce que vous verrez aussi si vous participez au week-end qu'organise le docteur Vincent Travers, ce qu'il faut faire, pas faire, voilà, à chaud souvent c'est difficile de savoir, mais c'est vrai que il y en a suffisamment en tout cas pour se dire à un moment donné faut peut-être porter plainte pour tous les confrères qui ne l'auraient pas fait, qui auraient après eu peut-être des dépressions ou des conséquences sur leur vie psychique, voilà, vie professionnelle, vie familiale aussi, hein, évidemment. Tout à fait. Et puis, je dirais qu'au-delà de la plainte pénale, ça c'est une plainte de nature pénale, pas civile, il faut aussi penser à informer son conseil départemental. L'Ordre des médecins, sur le site de l'Ordre national des médecins, on trouve des fiches de signalement. Alors ces fiches, elles ont deux vocations en fait. C'est une manière en fait d'avoir des statistiques et connaître l'exercice médical dans son entièreté. Donc l'Ordre national a besoin de savoir comment ça se passe, la relation médecin-patient. Et puis c'est important aussi parce que le conseil départemental, il peut éventuellement se constituer partie civile à vos côtés quand vous déposez une plainte pénale. C'est important de se sentir soutenu. Donc il faut penser aussi à cette possibilité de faire un signalement à l'Ordre des médecins. Et en cas de plainte avec des faits importants pour lesquels vous avez besoin de faire matérialiser les faits, il faut aussi penser à donner l'identité des éventuels témoins. Oui, ça c'est très important. À communiquer au service de police ou de gendarmerie, parce que dans le cadre de l'enquête, on va avoir besoin de matérialiser les faits pour que l'auteur soit sanctionné comme il se doit. Alors là, on a fait, je ne sais pas si les médecins qui nous regardent ce soir seraient d'accord, mais là, on a fait quand même un petit sondage au début. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tout simplement dire sur le chat si vous avez déjà eu au cours de l'année dernière, par exemple, une agression verbale, physique, juste dire oui, non, là sur le chat. Ça permet quand même aussi qu'on se rende compte un petit peu ce soir de qui est concerné, en tout cas le nombre de médecins. Alors, une fois que on a porté plainte, ok, on a fait tout ce que vous avez dit, Marie, à savoir les témoins, on a eu recours donc à l'Ordre des médecins, etc. Et alors, pour avoir des preuves, est-ce qu'on a le droit d'installer dans son cabinet des caméras de surveillance ? Alors, on a le droit d'installer des caméras de surveillance dans son cabinet à deux conditions. D'accord. La première, c'est qu'il faut faire une demande d'autorisation préalable à la préfecture. Ça, en fait, l'autorisation, elle est valable pour une durée de 5 ans, donc c'est renouvelable et ça se fait de manière assez facilement sur le site du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est qu'il faut informer le patient de cette caméra de vidéosurveillance. Ça, c'est très simple, hein. Informer le patient, en fait, ça consiste simplement à mettre un petit pictogramme que vous avez déjà vu, ces caméras qui sont un petit peu centrées sur l'intérieur, qui permettent d'informer le patient de ce qu'ils sont filmés. Une petite réserve cependant, c'est que vous n'avez pas le droit de mettre des caméras de surveillance dans le cabinet de consultation à proprement parler, puisque dans le lieu où vous allez examiner le patient et où vous allez l'interroger, parce qu'il y a un problème sur le secret médical. Donc les caméras de surveillance, elles doivent rester dans les couloirs, dans la salle d'attente, dans l'entrée. Et je rebondis, Vincent, sur ce que vous disiez. Peut-être que quand on fait l'objet d'une agression, vous disiez tout à l'heure d'ouvrir la porte, c'est peut-être important, effectivement, de faire sortir le patient en dehors du bureau à proprement parler pour qu'il se trouve dans le couloir. Et si vous avez des caméras de surveillance, vous allez pouvoir acter de la situation qu'il y a dépôt de plainte et démontrer, prouver que vous avez bien fait l'objet de violences physiques ou verbales, parce que même les altercations verbales, on les voit sur les caméras de surveillance. Donc voilà, ça c'est la réserve. Malheureusement, on ne peut pas mettre de caméra dans le lieu de la consultation, mais salle d'attente, couloir, entrée, c'est tout à fait possible à condition de respecter cette demande d'autorisation à la préfecture et d'informer le patient. Une demande qu'on doit renouveler C'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans, d'accord. C'est sur le site du ministère de l'Intérieur, c'est assez facile à obtenir.
Très bien. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les peines encourues par les agresseurs, une fois qu'on a rassemblé les preuves, tout ce qu'on a dit, que tout est fait du côté du médecin. Alors après, qu'est-ce qui se passe côté agresseur ? Alors, côté agresseur, déjà, il faut savoir que le procès pénal, bon, malheureusement, un peu comme tout procès, il ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça prend quelques temps. Une fois qu'il y a eu une instruction et qu'on a une audience au tribunal correctionnel, il va être sanctionné. La sanction, elle va dépendre de la gravité des faits. Je vous donne ici, je les ai sous les yeux parce qu'on ne connaît pas forcément les peines encourues par cœur. Encourues, c'est-à-dire les peines maximales. Alors, le code de procédure pénale, pour tout type d'infraction, prévoit des peines maximales. Le juge peut aller en deçà. Alors, les peines maximales, par exemple, pour les violences volontaires, c'est l'article 222-13 du Code pénal. Alors là, cela va dépendre du niveau d'atteinte physique. Quand le médecin est victime d'une ITT inférieure ou égale à 8 jours, la peine encourue, c'est 4 ans d'emprisonnement. Ah oui, quand même. Encouru. C'est pour ça que je dis encouru. Oui. Dans les faits, l'emprisonnement ferme, il est quand même difficile à obtenir. Oui. Mais c'est 3 ans d'emprisonnement ferme, peine maximale, 45 000 € d'amende. Quand l'ITT est supérieur à 8 jours, on passe à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Après, pour les violences verbales, là aussi, ça va dépendre de la gravité de ces violences. La pire des violences verbales, c'est ce que le droit appelle la menace de mort. Donc là, on est sur le même niveau finalement que la violence physique, puisque c'est 5 ans et 75 000 € ah oui. Pour la violence, pour la menace de mort. Oui. Et puis on a l'outrage, notamment pour les médecins chargés d'une mission de service public. Là, c'est une peine, simplement une peine, une amende qui peut aller jusqu'à 7 500 €. On verra peut-être tout à l'heure que ça, ce sont des peines maximales prévues, mais j'ai quelques exemples de faits où on est plus, je peux d'ailleurs les donner tout de suite, on est plus en général sur des emprisonnements avec sursis. Oui, c'est déjà quand même une pour sanction. Oui, c'est déjà une sanction. Qui quand même éloigne normalement le patient voilà. du médecin, en tout cas. Et l'emprisonnement ferme est plutôt réservé soit à des actes vraiment très graves. Mais vous voyez, le médecin, tout à l'heure, j'ai regardé, parce que la décision, elle a été rendue il n'y a pas longtemps, le médecin sur la Côte d'Azur, 71 ans. Oui. Qui faisait son contrôle d'arrêt maladie, il n'y a eu que 6 mois avec sursis. Ah oui, et lui, il a cru mourir quand même. Donc, tout ça pour dire que l'emprisonnement ferme, il est quand même plutôt réservé à ceux qui ont déjà un casier. Ils sont dans le cas d'une récidive. D'accord. Ou alors d'actes vraiment, vraiment graves. Bon, c'est variable, mais c'est vrai que l'emprisonnement avec sursis, c'est quand même déjà une peine qui va être sur le casier judiciaire. Donc, il y a quand même un effet sur l'auteur de l'infraction. Et puis, la peine d'amende, bien sûr, à ne pas confondre avec l'indemnisation du médecin. La peine d'amende, c'est vraiment la sanction, on va dire, pour la société. On vient sanctionner un acte qui est contraire à l'ordre public. L'indemnisation du médecin, c'est ce qu'il va demander une fois que la culpabilité aura été reconnue pour indemniser ses préjudices physiques et ou moraux, puisque je pense qu'il y a une souffrance psychologique certaine quand on a été victime d'une agression sur son lieu de travail. Et là, c'est pareil, j'imagine, il y a un barème en fonction de... Voilà, ah oui, alors là, c'est l'indemnisation qui est très proche de ce qu'on voit en droit civil, en fait. Voilà, il y a des barèmes en fonction de la gravité du dommage. Du préjudice. Ouais. Merci Marie. Alors justement, vous parliez de l'outrage et alors il y a un autre thème qui est important et dont on parle beaucoup, notamment avec la e-réfutation, les avis Google, vous voyez de quoi je parle, j'imagine. C'est la diffamation. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur toutes ces notions qui sont pas facile à comprendre, je trouve. C'est pas facile aussi pour les avocats. Voilà. Il faut savoir que c'est une spécialité à part entière. La loi de 1881, elle est vieille, c'est celle qui est aujourd'hui toujours en vigueur sur le droit de la presse. Elle est complexe et des avocats, ils ne font que ça. Donc oui, c'est compliqué. Il faut en gros comprendre qu'il y a une différence à faire entre la diffamation et l'injure. L'injure, c'est l'atteinte à l'honneur sans imputation d'un fait précis. Exemple, pardon Vincent, le docteur Travers est un con. Ça, c'est une injure. D'accord. Voilà. Maître Belloc est une incompétente, c'est une injure. La diffamation, c'est quand on se rapporte à un fait précis. Maître Belloc a falsifié ses diplômes. Ça, c'est une diffamation parce qu'on impute, en fait, on porte atteinte à l'honneur et à la dignité en la rapportant à un fait précis. Bon, voilà, pour le coup, c'est facile à comprendre. Oui, alors dans les faits, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave parce que de toute façon, la sanction sera à peu près la même dans les deux cas.
Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une différence entre ces deux infractions et que on n'est pas aussi souvent qu'on le pense, on ne tombe pas aussi souvent qu'on le pense dans la catégorie, enfin dans l'infraction, parce que ça reste une infraction, même si c'est la loi de 1881, dans l'infraction diffamation et injure. C'est des infractions qui sont difficiles à qualifier. Donc du coup, il y a quoi? Il se passe rien? Il y a un non-lieu sur les... Alors non, on a quand même réussi heureusement à pouvoir entrer en voie de condamnation. Faut savoir que la difficulté, pourquoi c'est difficile de sanctionner une diffamation? Déjà parce que la frontière entre la liberté d'expression et la diffamation elle est parfois très mince. On peut être mécontent de quelqu'un, dire je considère que ce n'est pas un bon chirurgien, je considère qu'il n'a pas bien fait son travail, pardon. C'est pas de la diffamation ça. Parce qu'on a le droit d'avoir une opinion. Donc il faut vraiment, nous, c'est notre rôle, les avis Google notamment, on les lit, on les relit, il faut les interpréter, enfin voilà. Donc déjà ça, c'est une première difficulté. Et deuxième, donc la qualification pénale. Et deuxième difficulté, la prescription. La prescription en matière d'injure et de diffamation, elle est extrêmement courte. C'est une des plus courtes qui existent dans le droit français, elle est 3 mois. Et en fait, quand vous appelez prescription dans le langage juridique, oui, pardon. La prescription, c'est la possibilité pour la victime de déposer plainte. D'accord. En matière d'injure et de diffamation, c'est 3 mois à compter du fait générateur, enfin de la diffamation ou d'injure ou de sa connaissance. Mais enfin, on va résumer, c'est 3 mois à partir, par exemple, publication avis Google. Vous avez une date de publication, il vous reste 3 mois pour faire une action de diffamation. C'est très court, surtout que Google ne répond pas tac au tac, non? Ouais, c'est très court et c'est très court pour une raison très simple, c'est que quand la loi de 1881 a été votée, on a considéré qu'il fallait que la prescription soit courte parce que, et c'est assez logique finalement, l'information, on considère, mais on le voit dans les médias, hein, elle part aussi vite qu'elle n'est arrivée. Donc on sait que quelqu'un qui est victime d'une diffamation, en fait, il va être victime quelques mois et après les gens oublient. Ça part. L'information, elle est très volatile. Et donc, c'est pour ça que la prescription est courte. Et elle est aussi courte parce qu'on veut laisser cette liberté d'expression. Et oui. On n'a pas voulu que cette loi vienne en fait réduire les limites de la liberté d'expression. Donc on est extrêmement sévère à l'égard de celui qui porte plainte pour injure, diffamation. Il faut vraiment connaître la matière, il faut respecter les délais, il faut qualifier pénalement les faits. Mais alors, par exemple, suite à ce que vous disiez, si on prend ce dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, ce médecin n'a aucun respect pour les patients, il est systématiquement en retard de 40 minutes et en plus, il m'a demandé 110 € pour 15 minutes de consultation. Jamais je n'irai, je voudrais qu'il soit radié par l'ordre. Et ça, c'est quoi, par exemple? Pour moi, ce qui pose problème, c'est la première phrase que vous venez de dire, n'a aucun respect pour les patients. Okay. Parce que c'est général, c'est pas n'a eu aucun respect pour moi ou j'ai eu le sentiment qu'il n'a pas eu de respect pour moi. Ça c'est autre chose, ça c'est de la liberté d'expression. Mais de dire n'a pas de respect pour les patients, ça c'est une imputation d'un fait qui est ici illégitime. Donc ça peut être tombé sur le coup de la diffamation. Par contre après vous avez dit il a eu du retard. Ça porte pas atteinte parce qu'il faut que ça porte atteinte à la dignité ou à l'honneur. Il a eu du retard, c'est pas diffamatoire. D'accord. Et je voudrais qu'il soit radié par l'ordre, par exemple? Non. Il mérite d'être radié par l'ordre? C'est différent. Il mérite d'être radié par l'ordre, ça se discute. Oui, j'aimerais qu'il soit radié par l'ordre, pour moi, c'est pas diffamatoire. Oui, parce que c'est un avis, c'est un peu, on pourrait dire, on s'en fout de ton avis. Ouais, exactement. Alors qu'il mérite, j'ai le droit d'avoir une opinion oui, sur le fait qu'il ait droit d'exercer ou pas. D'accord. Moi, je considère qu'il n'a pas le droit d'exercer, c'est pas diffamatoire. C'est ténu comme différence. Ouais. C'est ténu, donc c'est d'ailleurs pour ça que les avocats peuvent vous accompagner en cas de problème. Et encore une fois, cette fameuse assistance juridique dont je parle depuis le début du live, parce que je me rends compte que peu d'entre vous, en tout cas même si on a 1200 appels par an, peu d'entre vous ce soir présents l'ont déjà eu recours à cette assistance et j'imagine que la majorité d'entre vous ont déjà été face à ce genre de problème, que ce soit diffamation, conflit avec les confrères. Parce qu'on parle des patients, mais il y a aussi justement les conflits au sens large, même avec son équipe, ses confrères. Alors Vincent, on va parler bientôt de votre week-end. Marie, juste, c'est difficile d'obtenir gain de cause globalement si on porte plainte ou Alors, vous encouragez vraiment la plainte? Oui, j'encourage, mais je demande la patience. Voilà, je demande la patience parce que c'est dur à faire expliquer. J'ai quelques dossiers en diffamation où j'ai eu aussi agression, mais verbale.
On a obtenu gain de cause dans ces 2 dossiers. Moi, j'en ai pas beaucoup, hein. C'est très mineur en fait tout ça, hein. Nous, comme je disais tout à l'heure, il y a peu de plaintes, donc les avocats voient pas beaucoup ces plaintes. Et c'est des dossiers où on a obtenu gain de cause, mais il a fallu mouiller sa chemise d'une part, et d'autre part être très patient. Parce que je pense à un dossier en particulier où on a obtenu sur une diffamation, un chirurgien qui s'était fait diffamer par voie postale. Lui, il recevait des insultes qui étaient diffusées aussi par mail à ses confrères dans la clinique. Je vous passerai les insultes parce qu'elles sont assez violentes. Wow. Il menaçait d'agresser sexuellement son épouse. Wow. Voilà. Et oui. il a reçu ses courriers. Il a été aussi diffamé sur, je ne sais plus quel, c'était Twitter, je crois, à l'époque. Enfin, je ne sais plus. Maintenant, ça s'appelle X. X, c'est ça. Et on a obtenu gain de cause. Il a été... Au bout de combien de temps à peu près vous avez... Faut le dire, c'est pas grave. Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ça va, je m'attendais à plus. Mais en fait, en fait, la vraie difficulté de ce dossier, il est peut-être là ce soir, il s'en souvient. La vraie difficulté, c'est qu'on n'a pas pu faire exécuter. C'était une personne qui était sans domicile fixe. Ah, ça a été, et on a tout fait. Je vous assure qu'on a saisi les huissiers, on a recherché un ancien employeur parce qu'il avait eu un emploi. On a tout fait pour essayer de faire exécuter la décision, notamment les dommages et intérêts qu'il avait obtenus. Je pourrais plus vous dire le montant, je crois 5 000 et quelques euros, mais dans ce domaine, on n'est pas sur du 100 000 euros. Hein. Mais bon, symboliquement, il avait quand même obtenu des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, c'est-à-dire le remboursement de ses frais d'avocat. Mais pour faire exécuter la décision, on a fini par laisser tomber parce que c'était le parcours du combattant. Donc, tout ça pour dire, heureusement, il y a des décisions qu'on arrive à exécuter, mais tout ça pour dire que de manière générale, il faut y aller. Le parcours, il est long, donc... Bon, quelque part, il faut laisser ça à son avocat. Oui, c'est ça, et continuer... Il faut continuer sa vie, mais on sait qu'il y a un professionnel du droit qui gère la situation et qui agira dans votre intérêt pour que vous soyez reconnu comme étant une victime. C'est important. On le voit souvent en matière d'expertise en responsabilité médicale. Les patients, c'est ce qu'ils veulent, qu'on soit reconnus comme des victimes. Bah, là, c'est la même chose. On a besoin aussi de ce statut. Oui, absolument, oui, pour avancer aussi. Et voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une injustice. Donc reconnaître que même le médecin peut être dans ce genre de situation. Il y avait une question, Vincent, au début. Vous y avez quand même pas mal répondu, mais là, ça me revient. C'était le docteur Olivier Hainaut qui demande s'il y a des questions particulières et subtiles à poser en consultation ou par le secrétariat pour détecter les patients qui vont poser problème. Donc, on a parlé des patients... à pathologie psychiatrique, mais sur les patients, on va dire, qui vont poser problème globalement, est-ce que déjà la secrétaire, on peut lui demander, on peut lui dire, voilà, là, si dans cette situation, pose ces questions-là rapides, et là, tu vas écrémer et tu vas dire qu'il n'y a pas de place ou qu'il n'y a pas de... Est-ce que vous avez peut-être de votre expérience, quelques conseils là-dessus? Oui, je pense qu'il faut déjà écouter sa secrétaire, parce que le premier contact du patient, c'est avec la secrétaire. Et je peux vous dire que les secrétaires, elles se rendent compte tout de suite si un patient va être pénible ou agressif, parce qu'il sera déjà agressif avec la secrétaire. Donc c'est important. Moi, ma secrétaire, elle me fait un petit signe, un petit astérix pour un patient difficile, on va dire. Mais que vous prenez quand même. Que je prends quand même. D'accord. Que je prends quand même, mais je fais attention. Donc s'il y a 3 petits astérix, là, je vais peut-être réfléchir. Donc, c'était pas d'astérix, 1 astérix, 2 astérix, 3 astérix. Ça permet de voir le niveau de difficulté qu'on va avoir. Alors après, les patients qui peuvent être agressifs ou stressés au téléphone avec les secrétaires, ça peut être la projection de leur propre angoisse. Et là aussi, si vous travaillez bien et que vous arrivez à une écoute active et à une communication non violente, c'est beaucoup quand même, il faut le dire, beaucoup de ces patients agressifs et stressés vont se dégonfler et vont s'excuser et vont vous êtes redevable de la façon dont vous les avez gérés, ou peut-être vont se livrer et vous raconter leur vie parce que ils sont agressifs par rapport à vous, mais c'est pas forcément à vous qu'ils en veulent. Et ça, c'est aussi des techniques qu'on fait pendant le week-end, parce que finalement, peut-être ils viennent de perdre leur emploi, leur mari, ou ils viennent de divorcer et tout. Et on sait qu'à ce moment-là, nous, quand on revient de vacances, on n'est pas agressif, on n'est pas stressé, on est heureux comme tout. Mais après des journées de travail ou des astreintes, etc., nous-mêmes, on est capable d'être pour le moins maladroit, voire parfois un peu agressif vis-à-vis de nos patients. Donc ça, il ne faut pas oublier quand même que malgré tout, avec ces techniques, 80% de ces patients vont après se dégonfler et au contraire être très respectueux
vis-à-vis de vous et s'excuser, quoi. Marie, une remarque? Oui, je trouve que oui, il faut beaucoup de compassion et d'empathie pour arriver à ce niveau-là. Je trouve que non, mais je suis admirative parce que je ne sais pas si moi j'aurais autant d'empathie. Enfin, c'est difficile de se mettre à la place du patient et de ses problématiques quand on est victime d'une agression. C'est bien, non, mais je pense qu'il faut prendre le recul nécessaire, effectivement, pour comprendre en fait pourquoi ce patient s'est mis dans cette situation. Mais... Oui. Après, c'est souvent comme je vous disais, des petites pécadilles. Un patient qui vient vous voir parce que vous êtes en retard, vous pouvez lui dire, écoutez, j'entends, j'en suis vraiment désolé, mais j'avais un enfant qui s'était blessé gravement, que j'ai dû prendre en urgence. Et vous comprendrez bien que la priorité faisait que, encore une fois, j'en suis désolé, mais que cet enfant nécessitait des soins absolument urgents. Voilà, on peut broder aussi, on peut inventer. Alors si on est à chaque fois en retard, peut-être qu'il va se dire... oui, ça va bien. Mais ces excuses, ça va. Hein. On peut dire un truc qui fait que la personne va se calmer. La personne va se calmer. Il faut désamorcer. J'ai pu dire, ma mère, je l'ai fait mourir plein de fois déjà. J'ai dû reporter mes patients d'hier parce que j'étais à l'enterrement de ma mère. Ça marche très très bien ça. Bon, c'est un peu de la manipulation. Je suis plutôt manipulatoire que agressif moi. Mais dans ces cas-là, le patient va dire, oh écoutez, je suis vraiment désolé docteur. Vraiment, toutes mes condoléances. Et à ce moment-là, c'est bon. Ok, alors, bon, chacun sa méthode, effectivement. Voilà. Alors Vincent, vous avez parlé à de nombreuses reprises de ce fameux week-end. Oui. Alors vous aviez déjà fait par le passé le week-end de gestion du stress qui a très bien marché, en gros, le principe, c'est que les médecins sont invités pendant 2 jours dans un lieu plutôt sympa, joli, dans la nature, dans un hôtel, avec d'ailleurs leur compagne, s'ils le souhaitent, ou un accompagnant en tout cas de leur choix, pour passer un week-end et travailler avec un sophrologue, avec vous, sur un programme de gestion du stress. Pourquoi? Pour apprendre à gérer son stress, parce que vous faites toutes et tous un métier avec une pression assez importante, et puis pour essayer de prévenir du mieux qu'on peut les situations à risque qui peuvent entraîner par la suite un burn-out. Ça, c'était le week-end qui existe depuis longtemps. Hein. Oui. Et là, vous avez réfléchi, justement, je le disais en début de live avec vos collaborateurs, à un autre week-end qui s'appelle le week-end de la gestion des conflits et de l'agressivité, qui aura lieu du 4 au 6 octobre, donc à côté de Lyon, au château de Faverges. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vraiment comment ça va se dérouler? Oui. Parce qu'en fait, ce live, c'était aussi un peu un préambule à 2 choses. Hein. D'une part, à cette fameuse assistance juridique dont je vous ai déjà parlé, et d'autre part, à ce week-end auquel vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. On en parlera un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? Comment ça va se dérouler? Qui sera présent sur place, à part vous, voilà, pour ce week-end? Donc, il faut absolument que vous veniez à ces week-ends qui, comme les week-ends de gestion du stress, vous apporteront énormément de choses. Alors, le principe, c'est d'abord, de vous faire parler, de vous faire témoigner. Car en fait, nous avons tous des situations de conflit ou d'agression, que ce soit vis-à-vis des patients, par rapport aux patients, ça peut être par rapport à leur relation avec les anesthésistes, avec mes collègues de travail. On a tous, quelque part en nous, des situations qui entraînent un peu un stress post-traumatique, je veux dire. Et le fait d'en parler déjà tous ensemble, de témoigner et d'en discuter en interactivité, déjà c'est la moitié du travail de fait. Hein. C'est-à-dire qu'on évacue ces mauvais souvenirs. Puis après, on va travailler sur les outils. Donc comment faire pour gérer les situations difficiles? Donc on en a parlé par rapport aux situations pathologiques. On fait des jeux de rôle où on se met dans une situation où l'un joue l'agression. Alors je dirais, le jeu de rôle, c'est qu'une agression verbale. Hein. Oui, on ne va pas se mettre à boxer pendant ce week-end. On ne s'est pas mis à boxer pendant le week-end. Et après, on débrief et éventuellement, on le refait et on explique justement ces outils de communication, d'écoute active, etc. Après, il y a le côté, donc ça c'est moi. Après, il y a le côté corporel qui est très important aussi, pour savoir, en cas d'agression, savoir travailler sur sa respiration, ses battements cardiaques, sa posture, avoir une posture qui reste empathique mais de sécurité. Alors ça, c'est le sophrologue, Patrick Roger, qui s'occupe de cette partie. Ouais. Et puis bien sûr, toute la partie juridique et pénale, avec un avocat qui vient et qui comme Marie ce soir, rappellera les droits que vous avez en cas d'agression. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Vincent. On arrive à la fin de ce live. Merci Maître Belloc. Merci beaucoup tous les deux pour ce live. J'espère qu'il a été instructif.
Le replay sera disponible demain. Vous pourrez donc, ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, le regarder à nouveau. Vous pouvez nous suivre sur Instagram pour avoir des news de nos lives et puis de toutes nos formations et découvrir aussi nos formateurs et tous les collaborateurs médecins ou avocats qui travaillent avec Branchet. Je voulais quand même à nouveau remettre ce numéro de téléphone parce que c'est important quand même que vous sachiez qu'au 04 85 85 85 85, vous pouvez tomber sur le H24 que vous connaissez, mais aussi l'assistance juridique ouverte du lundi au vendredi et vous serez conseillé en cas de litige. On en a déjà parlé. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain pour le dernier live de la saison, puisqu'après, on se retrouvera à la rentrée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et restez en ligne. Juste après le générique, vous aurez une vidéo justement du sophrologue Patrick Roger qui vous dira un mot de ce week-end qui a lieu donc du 4 au 6 octobre. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur branchetsolutions.fr. Un très grand merci à tous les deux. Merci Alexa. Merci Manon. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Je suis un ancien musicien de l'orchestre de l'Opéra National de Lyon. J'ai été pendant 37 ans au poste de oboïste et de cor anglais solo. Et il y a 28 ans, j'ai découvert en fait que mes étudiants avaient des grandes difficultés à gérer leur trac sur scène. Et c'est là où j'ai commencé à me former pour vraiment être un spécialiste aujourd'hui de la gestion du stress et du trac. La valeur première qui relie les médecins et les musiciens, c'est la valeur de perfection. Perfection du geste, perfection du choix du moment, perfection de la communication. Voilà, c'est tout ce qui nous relie, qui fait que je me sens vraiment très en contact avec les médecins et les chirurgiens. Pendant ce week-end de formation, j'ai apporté des outils très précis de communication, comme des outils de communication non violente, des outils également de gestion du stress, de gestion du trac, tout ce qui va permettre en fait de faire un lien entre les différents formateurs également, de la respiration, de la relaxation et de la préparation mentale, qui est un outil vraiment très utile que tout le monde pourra utiliser justement pour prévoir les choses à l'avance et s'entraîner de manière inconsciente et consciente.